On doit aboutir à une somme d'engagement qui nous mette dans une situation de limiter les changements climatiques à 2 degrés en cours de siècle. C'est ce que nous demande la science. Elle nous le demande parce qu'au-delà de 2 degrés, nous rentrons dans une chaîne d'irréversibilité des phénomènes avec des conséquences imprévisibles ou, je dirais, malheureusement trop prévisibles sur un angle un peu tragique. Mais elle doit surtout être accompagnée, enfin que ces engagements soient accompagnés d'instruments qui nous permettront de réaliser ces objectifs. Parce que les objectifs, c'est bien, mais pour la crédibilité et la cohérence et compte tenu de l'urgence, c'est bien que l'on acte avec quel instrument on va réaliser l'objectif de contenir le changement climatique à 2 degrés. Et puis en même temps, il faut aussi qu'on se mette d'accord, et que la communauté internationale se mette d'accord sur les instruments, notamment financiers, qui permettront, et dès aujourd'hui, aux pays du Sud et aux pays les plus vulnérables, de s'adapter au changement climatique qui sont déjà à l'œuvre. Et donc, Paris, il faut à la fois qu'il y ait des instruments pour permettre de changer le modèle énergétique qui puisse répondre à l'obligation que nous avons de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, et en même temps, les instruments qui permettent aux pays impactés par le changement climatique d'y faire face. Première chose qui fait consensus dans le monde de l'économie, tout au moins au niveau des économistes qui se sont penchés sur cette contrainte majeure, c'est de donner un prix au carbone. Si on veut rentrer de plein pied dans une économie bas carbone, il faut donner un signal prix avec une évolution constante du prix du carbone pour orienter les investissements et rendre les investissements bas carbone à très court terme rentables, pertinents et nécessaires, et simultanément dissuader toute une économie qui a été basée et qui est encore basée sur l'utilisation des énergies fossiles. Et il faut que la recette de cette taxe carbone, en tout cas de ce prix du carbone, soit bien affectée pour doper la transition énergétique, c'est-à-dire multiplier à une échelle colossale le développement des énergies renouvelables, multiplier tous les process qui permettent simultanément de réduire notre consommation énergétique, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, et doper et abonder la recherche pour, notamment sur un point de faiblesse de ce dispositif qui est le stockage des énergies intermittentes, accélérer la recherche sur le stockage des énergies intermittentes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut aider les pays du Sud simultanément à se développer sans passer par la case des énergies fossiles, si possible, en tout cas le moins possible, et en même temps, pour ceux qui sont déjà impactés par les changements climatiques, à s'adapter à la montée des eaux, à la salinisation de réserves en eau potable, à la désertification, que sais-je encore. Et ça ne se fera pas avec l'argent existant du budget des États, y compris des pays riches, qui sont plombés par leurs propres dettes. Donc là aussi, il faut un panel d'instruments de financement innovants. On peut réfléchir à plusieurs options, mais le premier qui s'impose à mes yeux, c'est la fameuse taxe sur les transactions financières, dont la recette, évidemment, doit être affectée exclusivement pour aider les pays du Sud. Il peut y avoir d'autres dispositifs, ce que l'on appelle la création monétaire, des banques centrales. On l'a fait en 2008 pour sauver les États ou pour sauver les banques. Dès lors que cette création monétaire passe par des banques publiques d'investissement et que cet argent soit prêté aux États pour se développer à des taux quasiment nuls et avec des possibilités de remboursement très étalées dans le temps qui permettront à ces pays de s'équiper par exemple en énergie renouvelable, d'accéder à leur propre autonomie énergétique sur une énergie à terme qui va être gratuite et de pouvoir se retrouver dans une situation d'équité par rapport aux grandes nations, puisqu'à partir du moment où vous produisez votre propre énergie, vous n'êtes plus dépendant des grandes nations. Et donc c'est aussi un instrument d'équité. Il y a la fin des subventions aux énergies fossiles. 650 milliards par an de dollars qui vont pour soutenir les énergies fossiles.
il faut progressivement et rapidement les basculer sur les énergies évidemment renouvelables. Dans les mécanismes de financement aussi, il y a faire en sorte que la commande publique, les marchés publics dans le monde, qui représentent entre 15 et 20% de la production et de la consommation, il faut absolument la conditionner à une économie bas carbone. Voilà, c'est tous ces instruments qu'il faut adosser, évaluer, et c'est ça qui fera la crédibilité de l'accord, et c'est ça qui nous permettra progressivement mais rapidement de rentrer dans le nouveau modèle énergétique et le nouveau modèle économique. Les mécanismes qu'on appelait de marché carbone n'ont pas fonctionné ou mal fonctionné. Pourquoi? D'abord parce qu'ils étaient soumis presque au volontariat des États. C'est un enjeu universel, il faut que chacun prenne sa part de contribution. Ils étaient trop laxistes, avec des plafonds qui étaient trop bas. Et ils ne concernaient ce qu'on appelle en matière d'émissions de gaz à effet de serre, ils ne concernaient ce qu'on appelait que les émissions concentrées, c'est-à-dire l'industrie lourde, qui ne représente dans les émissions de gaz à effet de serre qu'à peine 40% des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que vous laissiez 60% des émissions diffuses dans le transport, l'agriculture, le logement, sans instruments contraignants. Tous les économistes, notamment tous les prix Nobel d'économie de ces dernières années, et des gens aussi comme Nicolas Stern, ou bien d'autres, disent qu'il faut donner un prix au carbone. Ce prix au carbone, du coup, évidemment, impactera progressivement tous les modes de production et les modes de consommation. Voilà. Ce qui a fait défaut, c'est qu'à partir du moment où ces marchés carbone ne touchaient que quelques zones géographiques, ça mettait évidemment dans des situations de disparité de concurrence économique. Et donc là, il faut qu'à Paris, il y ait un engagement définitif pour donner un prix au carbone sur un plan évidemment universel. Avec un prix qui va, comme la France vient d'adopter cette année, monter progressivement pour laisser à chacun de s'adapter, d'investir pour réduire sa consommation, enfin ses émissions de gaz à effet de serre. Le fonds vert, c'est un récipient, mais il faut l'abonder. Et donc, pour l'abonder, il y a les instruments dont je vous ai parlé, parce qu'on a promis 100 milliards pour le fonds vert pour le climat tous les ans à partir de 2020, et à mon avis, 100 milliards, ça ne sera pas suffisant. À mon avis, on sera plutôt dans les 200 ou les 300 milliards. On n'a pas les premiers, pas en tout cas dans le modèle économique et financier actuel. Mais le fonds vert a le mérite d'exister, il a été amorcé à hauteur d'un peu plus de 10 milliards, la France y a mis 1 milliard et tant mieux. Mais l'idée, c'est qu'après, ça soit un fonds de roulement tous les ans, et il faut que ce fonds vert serve à deux choses. Prioritairement pour moi, pour aider les pays du Sud à s'adapter au changement climatique, et simultanément pour permettre cette transition énergétique et l'accélérer. C'est bien l'objet du fonds vert. Et le fonds vert est là pour garantir la bonne utilisation des fonds. Voilà. Et en cela, c'est un instrument très important, mais cet instrument, évidemment, ne sera efficace que s'il est régulièrement abondé. Et c'est bien pour ça que ça n'engage personne de dire à partir de 2020, on va mettre tant. Mais plus personne ne croira à ces promesses si on ne dit pas avec quelle source de financement on va le faire. Les pays du Sud, au premier rang desquels les Africains, ont bien conscience que nos pays ont des budgets totalement restreints et même plombés par la dette. Donc si on promet des milliards, ils savent bien qu'on ne va pas le prendre sur les budgets existants, on va le prendre sur de nouvelles sources de financement. Et je suis un peu monomaniaque, et parce que je sais que la crédibilité de Paris, si on veut apaiser, réunir autour d'objectifs crédibles et ambitieux, il faut rétablir la confiance sur ce sujet-là. C'est le nerf de la guerre, on est en guerre. On est en guerre, en tout cas, contre un phénomène que nous avons provoqué et qui risque de nous échapper. Il faut une mobilisation universelle, mais pour faire face, pour développer des technologies, pour changer de modèle énergétique, il faut, comme en temps de guerre, il faut énormément de moyens. Mais
ce n'est pas des dépenses à perte, c'est des investissements. Parce que pour faire face au changement climatique, le premier outil technologique, ce sont les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est un facteur de paix. Pourquoi? Parce que vous aurez observé que depuis plusieurs décennies, la plupart des conflits ont été liés directement ou indirectement à l'approvisionnement en énergie fossile, notamment ce qui est passé au Moyen-Orient et au Proche-Orient, et que dès lors que vous donnez à chaque pays la possibilité de produire sa propre énergie, vous pacifiez le monde et vous enlevez toutes les tensions qui ont été les préalables aux conflits que nous avons connus et que nous connaissons encore. Donc ça, c'est l'aspect très positif. Les énergies renouvelables apaiseront les relations géopolitiques. C'est la première fois dans l'histoire de nos sociétés qu'on doit simultanément répondre aux exigences du court terme et aux impératifs du long terme. Parce qu'il y a un invité surprise dans nos sociétés, c'est le futur. Pour la première fois, ce que nous décidons aujourd'hui peut déterminer dans un sens ou dans un autre le futur ou l'avenir de nos propres enfants. Et quand il faut déjà répondre à des exigences du court terme, c'est compliqué pour satisfaire la somme des intérêts particuliers, mais quand en plus il faut y greffer l'intérêt des générations futures, ça devient très compliqué parce que parfois, ce n'est pas les mêmes décisions qui s'imposent selon que vous mettiez des lunettes pour voir de près ou des lunettes pour voir de loin. Tel que nos gouvernements fonctionnent, c'est difficile pour eux d'avoir 2 degrés de lecture en permanence. Et donc, de mon point de vue, ça vaut pour les États, mais ça vaut pour le monde, il faut des lieux qui soient les représentants du futur, qui soient là pour défendre les intérêts du futur, mais les doter d'un pouvoir politique, d'un pouvoir de régulation. Dès lors que le futur est compromis, eh bien, il faut que ce lieu puisse exercer un droit de veto. Et c'est aussi un lieu qui, justement, ne soit pas que dans le réactif, mais dans le prospectif. Un lieu apaisé, documenté, où la science, le citoyen, le politique se rencontrent au-delà des divisions traditionnelles de société. Et c'est pour ça que tant que nous n'aurons pas une organisation mondiale de l'environnement qui prenne en charge la gestion des biens communs, ces biens qui appartiennent pas à un État, pas à une multinationale, pas aux générations d'aujourd'hui, mais à l'humanité d'hier, d'aujourd'hui et de demain, il faut les piloter, il faut les protéger, il faut les gérer. Les ressources alimentaires, les équilibres naturels, les terres arables, les équilibres climatiques, les matières premières sur lesquelles repose notre économie. Tout ça ne peut pas être laissé aux mains du marché. Et ça, c'est un patrimoine, un héritage qui appartient à tout le monde et qui est souvent dans un stock fini, ou parfois ce sont des ressources renouvelables dès lors qu'on leur donne la possibilité de se renouveler. Et ça doit être géré au niveau d'une institution. Compte tenu de l'urgence, on ne peut pas faire en sorte de laisser les choses se faire juste spontanément ou volontairement. Ceux qui voulaient volontairement évoluer l'ont déjà fait. Le changement est déjà en marche au niveau d'un grand nombre de citoyens dans le monde, mais il y a un système dominant qui écrase, étouffe ces initiatives. Preuve en est, c'est que malgré tout cela, les phénomènes qu'on essaie de combattre évoluent de manière exponentielle. Et donc, vous savez, la plus profonde crise qu'on traverse, c'est une crise de l'excès. Nous sommes excessifs dans tout. Et les lois humaines ne peuvent pas s'exonérer des lois physiques de la nature. On vit dans un monde fini, et donc il va bien falloir se fixer des limites. Alors il y a des gens qui sont capables de se les fixer tout seuls, tant mieux, et j'en vois tous les jours. Puis il y a des gens qui ne peuvent pas s'en fixer parce qu'ils ont d'autres préoccupations, ou des gens qui ne peuvent pas s'en fixer parce qu'on n'a pas été habitué à se fixer des limites, en tout cas depuis quelques décennies dans nos pays riches.
Et il faut des instruments politiques. Voilà. Et j'en démords pas. C'est au politique, mais évidemment à un niveau mondial, mais parfois aussi au niveau national ou régional, à fixer les limites, non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons, encore une fois, pratiques, de bon sens. Le principal problème, ce n'est pas simplement le nombre d'habitants, c'est un problème, mais c'est surtout la civilisation du gâchis qui est de plus en plus reproduite. Si vous pouviez visualiser le nombre de prélèvements indus que l'on fait dans la nature, qui ne sont pas nécessaires au bien-être de chacun, à l'épanouissement de chacun. On est dans un monde qui, au lieu d'économiser, consume la nature. C'est vrai dans le domaine agricole, c'est vrai dans le domaine énergétique, c'est vrai dans le domaine économique. Et donc il faut rationaliser tout cela. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Gandhi, mais elle est tellement criante aujourd'hui. Il disait « Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas pour la cupidité de tous. » Vous en avez la démonstration à chaque instant. Quand vous voyez combien l'agriculture nous prive le modèle dominant d'une ressource élémentaire, l'eau, et que l'agriculture consomme probablement 60% de l'eau de la planète, mais qu'en réalité, probablement qu'on pourrait se contenter de 5% de cette eau pour faire pousser les plantes, que si on équilibrait entre l'élevage et l'agriculture, on économiserait aussi et les sols, et l'énergie, et l'eau. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un frigidaire qui sera fabriqué à côté de chez vous, mais pour finir, vous allez avoir un frigidaire qui aura traversé le monde entier, pour un exemple parmi d'autres. Tous ces circuits longs, qui sont un gâchis énergétique. Quand vous voyez cette civilisation du jetable, où on en est encore à programmer l'obsolescence d'un certain nombre de produits, alors que le modèle de l'économie circulaire est totalement envisageable et viable. Quand vous voyez que pour exploiter la forêt, pour gagner un peu plus, on va éviter les coupes sélectives. Quand vous voyez les méthodes de pêche où on remet 50% des prises à l'eau, voilà, je peux vous lister des exemples probants de la civilisation du gâchis. Et donc c'est là aussi où, n'en déplaise aux ultralibéraux, il faut des règles. Et des règles intransigeantes. Voilà. Parce que c'est pas l'homme en soi qui pose problème, c'est tous ces prélèvements inutiles qui l'accompagnent. La masse de choses inutiles que nous traînons parfois derrière nous. Le problème n'est pas d'être optimiste, pessimiste, catastrophiste ou angélique, il est d'être réaliste et très exigeant parce que nous sommes à un point de bascule. Et un point de bascule, par définition, on peut basculer vers l'irréversible ou au contraire faire un saut qualitatif. Et les choses ne sont pas écrites, ne sont pas encore déterminées. Mais la fenêtre de tir entre ce que nous pouvons faire et pas faire se réduit de jour en jour.